toxel, c'est quelque chose qui reste dans les oreilles. Il y avait un chien qui était très grand, qui était dans le village, et je le vois encore. Et le garde champêtre était venu afficher une grande affiche en disant que la guerre était déclarée, que le tocsin qui sonnait pour avertir la... Mais c'était lugubre. La guerre est déclarée, on ne le savait même pas. Et non, on n'a pas de téléphone, pas de radio, pas de journal, pas de journaux, quoi. Je pense qu'il y a eu un passage. Ça, c'est un récit de la famille de mon mari. Mes belles-sœurs, mon mari était trop petit, il était bébé dans son landau. Il y a eu passage d'une colonne allemande, mais qui a dû circuler à pied ou avec des véhicules légers. Il devait circuler entre Belvès et Cadouin, donc sur la route qui passe devant chez moi. Et le bruit s'était répandu que cette colonne allait passer. Mais je sais que mon beau-père et mes belles-sœurs m'ont raconté qu'ils étaient tous partis dormir dans les bois le jour où la colonne allemande devait passer. Et l'anecdote, c'est que mon mari qui était bébé et qui hurlait toutes les nuits, c'est la seule nuit où il n'a pas pleuré, celle où il a dormi à la Belle Étoile. De résistance, à Surac, le Buisson, le Bugue, tout ça on en avait partout, parce qu'au début on était dans les bois. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. On était dans les bois, on couchait par terre, dans l'herbe, mais c'était au mois de juin, il faisait chaud. Mais vite, ça a été les vacances, les écoles ont été évacuées et nous avons été logés dans les écoles des villages. À côté de Belvès, à Orliac, à Saint-Amand, etc. Dans les collèges, dans les écoles, on était bien installés et tout. Je devais partir en Allemagne et je ne suis pas parti, je suis été au maquis. Ce groupe-là, il y a eu Carlos, le groupe Castéréal, c'était le maire de Chirac, là, M. Brouillet, qui était le chef, quoi. Oui, le bolchevique, on l'appelait. C'est ça. Alors, j'ai rejoint la résistance pour libérer ma patrie. Les Boches vont arriver et ils vont tout tuer. Alors, je sais qu'on est parti dans les bois. Des gens qui partaient, les stéos, qui partaient en Allemagne pour travailler. Et alors, quand il y a eu un coup de téléphone de la dame de Pona, il passait, tu sais, par la petite route là-bas. Et alors, elle a réussi à téléphoner à la vitrole que les Allemands arrivaient par là, parce qu'il y avait une seule colonne, tant que tout le bazar. En moto, le lieutenant Chatterrenaud, qui est tombé nez à nez avec les Allemands en arrivant à Limeuil. Et bien sûr, il a fait demi-tour, mais trop tard. Il a été mitraillé, et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. 14 ans, mais vous savez, je suis resté quelques nuits que je ne dormais pas. Mort pour la France. Ils avaient un camion radio
Et il se déplaçait tous les jours, il partait dans la campagne pour les mettre avec Londres, quoi, pour les parachutages. C'était comme au camion, ils avaient une ambulance qui était marquée ambulance. Enfin, il y avait et ils se promenaient. Ils n'allaient jamais à la même place pour les mettre, pour ne pas être repérés, quoi. Et la radio, et on prenait les messages personnels. Et il y avait des messages qui disaient, je ne me rappelle plus maintenant, les lilas sont fleuries ou comme ça voulait dire que ce soir il y avait peut-être un parachutage. Le parachute qui était à l'intérieur, c'était un parachute blanc. Donc il y avait de tout, des armes, des munitions, même des produits alimentaires, il y avait un peu de tout. Et souvent, dans plusieurs, il y avait un petit tube où il y avait des choses très, très sophistiquées, très dangereuses, des postes émetteurs, des trucs très, très fragiles, quoi, qui étaient à l'intérieur du grand conteneur. Voilà. Alors là en bas, il y avait un truc anti-choc, voyez, voilà, parce qu'il tombait dans ce sens-là au sol. Mais il y avait un truc en mousse qui, pour protéger le choc avec le sol, quoi. Sur des conteneurs, des tubes, mais solides, pommes, vous les lâchez, ça tombait par terre, nous on les ouvrait. Alors on avait des grenades, on avait des fusils, on avait des mitraillettes, on avait des fusils mitrailleurs, on avait du plastique pour faire sauter les voies ferrées, pour retarder l'ennemi. C'était la bonne ferraille qu'on ouvrait, et puis dedans il y avait des fusils, il y avait des revolvers, il y avait du plastique, il y avait de la nourriture. Oui, il y avait du pudding, plum pudding. Il y avait du plum pudding. Alors, une fois j'aurais fait du plum pudding, c'était dégueulasse. Les Anglais, déjà pour la cuisine, bon, pour la cuisine. Alors moi, j'avais le mode d'emploi. Je l'ai fait comme ça, comme le mode d'emploi. Parce que j'étais quand même très bon en anglais. Maintenant, j'ai oublié, mais enfin, j'étais le premier. En anglais, j'étais le meilleur. Mais je savais lire. C'est pas une recette de cuisine, c'est facile à lire. Je leur ai fait comme on dit, ils ont de soleil bouffé ça, c'est dégueulasse. Je leur ai dit, oh, dégueulasse. Michel, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais c'est pas ma faute, moi, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'ai fait chauffer. Je suis d'accord. Là, comment ça se passait? Quand on fournissait les légumes. Alors, on fournissait les légumes à trois groupes. Il y avait le groupe Soleil, qui était à Surac, Belvès, quoi. Il y avait le groupe Hercule, et l'autre groupe, c'était le groupe Cerisier de la Laine. Pour moi, c'était notre résistance, ça, vous voyez. On en fournissait les légumes, payés ou pas payés, ça fait rien, on travaillait pour la France. Moi, j'avais choisi mon côté de bonheur. Alors, le matin, il arrivait une moto. Le matin, enfin, dans la matinée, je sais pas quand. Le mec qui rentrait par le petit chemin là-bas, qui était à l'époque ouvert tout le temps, hein, avec la moto, et il posait à peine le pied par terre, 200 kilos pour ce soir. Et alors je les connaissais, les mecs, si c'était tel groupe ou tel groupe. Puis je m'en foutais d'ailleurs, on verrait bien celui qui arriverait. Alors, quand ma mère les pesait, parce qu'on avait une petite bascule, c'était par 7-8 kilos, 10 kilos, pour arriver à 200 kilos ou 300 kilos, ça dépendait. Et alors chaque fois qu'elle faisait une pesée, elle mettait un trait. Elle a marqué sur la pierre, ça marque encore. Le soir, il arrivait un U23, vous savez ce que c'est un U23? Camion Citroën. Alors plateau ridelle, avec les herbes plates, et sur chaque aile, il y avait un mec couché entre le moteur et la sulfateuse en avant, vous voyez là. Et il venait voir si la route était libre. Alors s'il n'y avait rien, il faisait signe aux autres qui reculaient. Il se mettait là, et ma mère pesait tout ça, il chargeait, et puis etc. etc. Vous voyez.
À la suite des événements de Cadouin où mon père a tué cet Allemand, tu imagines bien que les Allemands l'ont recherché. Sa première réaction, ça a été d'aller rendre compte à son père, qui lui a dit d'aller se cacher du côté de Belvès, très exactement au lieu dit le Bigounet, chez un certain monsieur Andrieux. Et c'est là-bas qu'il s'est rendu. Alors les Allemands, bien sûr, l'ont cherché, et il y avait des armes de cachet chez mes grands-parents, dans la maison de ses parents. Il y avait des armes de cachet, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être très compromettantes. Donc l'urgence, ça a été de déménager tout ça. Alors dans l'urgence, ils ont caché les armes sous un vieux plancher dans un bâtiment, et ils ont entreposé le tas de betteraves. C'était en octobre, ils venaient juste de ramasser les betteraves. Ils ont entreposé les betteraves sur le plancher, sur la trappe, pour la dissimuler, qu'on ne trouve pas ces armes-là. Et effectivement, le lendemain, quand la gendarmerie française et les Allemands sont venus perquisitionner, ils n'ont pas trouvé la cache, et ça a relevé du miracle, parce qu'un brave homme du voisinage qui venait travailler comme journalier s'est étonné du changement de destination des betteraves en disant « Mais pourquoi vous avez mis les betteraves là? Vous allez faire pourrir le plancher !» C'est arrivé des Américains où les jeunes filles du village leur avaient offert des fleurs, les avaient embrassées en leur laissant des traces de rouge à lèvres sur les joues. Et elle avait fait, il lui restait au moins ces 2 photos que je t'ai fournies de cette arrivée des Américains. Alors ce qui est très étrange, c'est qu'ils étaient en mission secrète et malgré tout, ils ont été attendus et accueillis. On est parti à la poursuite, tous les résistants du coin, hein, les FTP y compris, etc., à la poursuite des Allemands, et ils sont reformés dans des poches au bord de l'Atlantique, la poche de Royan et la poche de La Rochelle, avec l'île d'Oléron incluse dans la poche de La Rochelle. J'étais à Marennes, et puis on débarquait, enfin à Brouage plus exactement, et on descendait avec la marée descendante et on remontait dans l'île d'Oléron la nuit avec la marée. On était dans une cabane où les résistants de l'île nous avaient mis, et puis tout d'un coup on était, c'est pas bien grand, vous voyez les cabanes de pêcheurs d'huîtres. Tout d'un coup on entend des bruits de moteur et tout, alors c'était 3 camionnettes d'Allemands, et puis devant une sorte de commande-car avec le commandeur de l'île qui est venu s'appuyer contre la cabane, c'est-à-dire qu'il y avait une planche qui me séparait de la mort, qui est une planche de 3 cm, hein, parce qu'il était là, appuyé pour regarder, pour installer des projecteurs en direction de Brouage, d'où on venait. Alors ils m'ont enfermé au château d'Oléron,
De là, ils m'ont amené à La Rochelle. J'étais dans la prison de la Gestapo à La Rochelle. Et puis, ils m'ont amené dans un tribunal nazi. J'ai été jugé et condamné à mort comme terroriste. L'amiral qui commandait La Rochelle a demandé à un colonel allemand qui était prisonnier à Annecy. Et ce prisonnier, il y a deux types de mon groupe qui ont été le chercher à Annecy, qui l'ont ramené. Et alors le colonel a demandé l'échange entre ce colonel et moi. Et j'ai été échangé dans un petit village dans les Charentes, voilà, c'est tout. C'est comme ça que je suis encore en vie. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, voilà.